Retrouvez dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, mercredi 13 juin 2023, avec l'écrivain et auteur de polar Pascal Dessein, à l'occasion de la parution aux éditions Rivage de son nouveau roman 1886. Bonne écoute. Merci Hélène et merci à vous de votre présence, ça fait plaisir. Pascal disait je suis content, tu peux l'être, hein. Nous tutoyons parce que voilà, bon, entre Toulousains on se connaît plutôt pas mal comme vous le connaissez, mais néanmoins je vais vous donner quelques éléments biographiques. Il vit à Toulouse alors qu'il est né à Dunkerque, donc c'est quelqu'un qui fait des efforts, on va dire. Non, je plaisante. C'est qu'on est heureux de t'accueillir, bien évidemment, mais tu es tout autant toulousain que dunkerquois, on est d'accord maintenant. Ces romans ont été récompensés de multiples fois, notamment par le Grand Prix de la littérature policière, le Grand Prix du roman noir français, le prix Mystère de la critique et le prix Jean-Amila Mecker. En 1999, vous en souvenez, Du bruit sous le silence, c'est le premier polar dont l'action se déroule dans le monde du rugby. Depuis Mourir n'est peut-être pas la pire des choses, en 2003, beaucoup de ces livres, sont sous le signe de la nature malmenée. Il évoque la catastrophe AZF de Toulouse dans Loin des Humains, le scandale Métal Europe dans Les Derniers Jours d'un homme. Il propose aussi régulièrement des écrits intimes, chroniques et ballades vertes et vagabondes. On connaît également son engagement politique, citoyen. Il a été candidat aux élections régionales. Il s'est battu pour la retraite complémentaire des artistes-auteurs. Parmi ses derniers ouvrages, Un colosse a beaucoup fait parler de lui. L'histoire d'une ascension sociale d'un paysan du 19e siècle qui a grandi de façon spectaculaire jusqu'à atteindre 2020, le fameux géant de Montastruc. Il y a eu également ce recueil de nouvelles au titre que j'adore, Jusqu'ici tout va mal, c'était chez La Déviation. Vaucelles 1917, ça c'est en 2022. Et puis on parlera de Et bientôt l'obscurité, c'est une nouvelle avec Guillaume Zuilly, donc on aura l'occasion d'en reparler. Et je me disais en préparant cet entretien sur le tout dernier livre qui s'intitule 1886, l'affaire Jules Vatrin, on prononce ainsi. Oui, c'est mieux, oui. Voilà. Dans le Nord, on dit Ouattara. Mais bon. Je me disais que chez Pascal, il y avait des périodes, comme chez Picasso, des périodes noires, des périodes vertes, des périodes sociales, des périodes historiques aussi, avec où l'accent est mis, c'est le cas de celui-ci, sur la toile de fond historique. Tu es d'accord avec cette vision de ta carrière, osons le mot? Oui, ça commence à faire. Bonsoir à toutes et tous. D'abord, oui, il y a des cycles. Celui-ci est un cycle historique. Il s'est inscrit dans mon travail à un moment donné, presque par hasard, on va dire. C'est beaucoup grâce au Colosse. Parce que comme le Colosse avait été une obsession de plusieurs années, voire dizaines d'années, la maturation de ce livre en avait été donc très longue, très lente. Et j'ai retrouvé le goût de l'histoire, on va dire, que j'avais eu et qui avait fait que j'avais mené des études d'histoire à la fac du Mirail, Jean Jaurès aujourd'hui, donc assez loin, puisque j'avais eu un DEA d'histoire contemporaine consacré à la civilisation chinoise. Et ce que j'ai beaucoup appris à cette époque, c'était le plaisir des sources. Le plaisir d'aller fouiller dans les archives. Je me souviens que pour mon mémoire de maîtrise, qui était consacré à la concession française de Shanghai, sur un siècle, j'avais été dépouiller les archives des jésuites, j'avais été à la Défense dépouiller les correspondances déjà des diplomates, des ambassadeurs de France en Chine, tout ça. Ça m'avait beaucoup passionné. Et puis j'avais oublié, parce que moi, j'ai fait histoire par goût de l'histoire, mais c'était en attendant que je devienne romancier. Ah oui, tu ne te projetais pas comme professeur d'histoire, par exemple? Non.
Non, j'en avais pas l'envie. Je pense que j'aurais pu être un bon enseignant, mais mon objectif, ma vocation, c'était le roman. Mais comme je venais d'un milieu modeste où il faut quand même être prudent dans la vie, à 18 ans, j'ai pas fait comme Kerouac, quoi. Je suis pas parti sur les routes, si un petit peu, mais je revenais faire des études quand même, en me disant que si ça me souriait pas, la littérature, eh bien, je passerais des concours, pourquoi pas l'enseignement, pourquoi pas la recherche, pourquoi pas devenir aussi journaliste. L'histoire apporte une formation tellement riche, tellement vaste, complète à la vérité. Quand on fait de l'histoire, on fait tout, à part les mathématiques, et encore, des fois. Donc voilà, l'histoire, et puis j'ai eu toute une phase on va dire, de grande précarité, où j'ai exercé différents métiers, parce que je ne pouvais plus me partager entre mes études d'histoire et ma vocation de romancier. J'écrivais beaucoup de romans, de fiction, en même temps qu'une thèse, c'était pas possible. Donc j'ai eu une période 89-92 où j'ai exercé des métiers aussi divers que veilleur de nuit, mais c'était pas mal parce que j'étais veilleur de nuit aux Augustins, donc c'était bien. Ou dans des hôtels un peu borgnes du quartier chaud de Toulouse à l'époque, qui n'existe plus. Et puis plein d'autres métiers que je faisais. Qui ont nourri ton travail d'écrivain ou oui, pas ? Oui. En quel sens ? Parce que tous mes premiers livres sont sous le signe des expériences de l'époque, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toute période a nourri la littérature. Je pense que si j'ai pu écrire avec une certaine rigueur des romans policiers, c'est parce que j'avais quand même fait des mathématiques, un bac C, j'avais appris à l'exigence, j'avais appris aussi la rigueur, le sens de la logique aussi dans les raisonnements. L'histoire a toujours forcément nourri. Et juste parce que je me suis mis ça derrière l'oreille, pourquoi la Chine ? On l'a plus retrouvé ensuite là, dans l'œuvre de Pascal. Non. non. Pourquoi ? Parce que j'avais à l'université un prof formidable qui s'appelait Luc Golphin. Jean Golphin, pardon, Luc c'était son fils, c'est son fils toujours, mais Jean n'est plus de ce monde, et spécialiste de Mao Tse-tung, et c'était parmi les cours les plus fascinants que j'avais à la fac. Et comme je ne voulais pas me lancer dans un travail de thèse qui m'aurait peut-être, là pour le coup, amené à l'enseignement, j'ai choisi un terrain à part, c'est-à-dire la Chine, c'était pas dangereux pour moi. Il y avait pas de vocation possible vers la Chine pour moi. D'abord, je parlais pas le chinois, j'ai essayé d'apprendre, mais ça a été un échec. Donc, pour moi, c'était sans danger. Alors que si je m'étais lancé dans une thèse sur Jean Jaurès ou l'affaire Vatrin à l'époque, ça aurait été plus dangereux pour moi. Donc, pour répondre entièrement à ta question, il y a eu donc toute une phase qui a été nourrie de la vie même, de mes expériences de vie, sans que ce soit lié avec l'histoire. Et puis, à la faveur du Colosse, il y a donc maintenant 2 ans, et donc en termes d'écriture, il y a 5 ans, début d'écriture, début de recherche, j'ai retrouvé ce goût d'aller dans les archives, de passer du temps comme ça, à l'instinct, d'ouvrir des journaux. On va y revenir. Voilà. Mais avant, je voudrais quand même souligner que ce livre est pourvu d'une préface signée de François Guérif. Et je trouve que c'est un bel hommage. Et je voudrais que tu présentes aux éventuels lecteurs qui ne connaîtraient pas François Guérif qui est cette personne d'importance et que tu nous parles de ce geste qu'elle a pu faire en t'accordant cette préface. François Guérif a été mon éditeur pendant 25 ans chez Rivage. Alors aujourd'hui, il est pas retiré, on va dire. Il a pris de la distance. Il est, comme on dit, plutôt porteur de projet. Il y a quelques auteurs qui le publient encore chez Rivage. Il n'a pas pu entièrement quitter la maison. Et puis, il écrit beaucoup sur le cinéma. Je vous recommande le livre qu'il vient de sortir à la Grange Batelière. Des interviews, des moments de cinéma, ça s'appelle. Vous retrouvez des interviews avec François Truffaut, avec Clint Eastwood, avec beaucoup de gens. C'est un livre magnifique que je suis en train de dévorer. Il a d'abord été un grand spécialiste de la littérature américaine, du cinéma,
C'est un polyglotte aussi. Moi, c'est un homme qui m'a toujours impressionné. C'est-à-dire que il faut savoir que chez Rivage, dans toutes les langues, à part les langues asiatiques, il était, voilà, c'est lui qui lisait dans la langue originale, qui révisait les traductions. C'est un homme assez fabuleux, quoi. Et j'ai eu la chance donc d'être au catalogue de Rivage sous sa direction. Donc en même temps que, on va dire, James Lee Burke, David Peace, James Ellroy, Donald Westlake, voilà. Et donc, voilà. Et depuis qu'il a quitté Rivage, entre guillemets, il continue à être mon premier lecteur, parce qu'on ne se quitte pas comme ça, dans ce milieu-là. Et lorsque il a adoré ce roman, donc il ne paraît pas sous sa direction, mais comme c'était dans mon travail d'auteur un livre un peu à part, Rivage avait des difficultés à le poser dans le catalogue, on lui a trouvé une place à part, et pour lui donner le plus de chances d'arriver au public, on a proposé à François Guérif une préface, ce qu'il a fait avec beaucoup de générosité et d'amitié. Pour moi, ça a du sens, parce que on est en 2024 bientôt, donc on se connaît depuis 1994. François, quand j'avais signé chez Rivage à ce moment-là, il m'avait dit, tu sais, Pascal, on va signer un contrat, mais c'est pas ce qui compte. On va faire un bout de chemin ensemble. Et tu verras, ça sera bien. Et c'était chouette que c'est pas la fin. De notre histoire, mais que 30 ans plus tard, presque, il préface un de mes livres en étant plus c'est un beau signe. Histoire, voilà. Oui, tout à fait. Je pourrais m'arrêter là, presque, je pense. Ah ben, d'arrêter d'écrire, pas question. 1886, donc tel est le titre, avec comme sous-titre l'affaire Jules Vatrin. On pourrait y accoler une autre date, tu vas me voir venir, 2015. Pourquoi ? Parce qu'en 2015... se passe un événement qui encadre ton histoire et que je te laisse nous dévoiler. Oui, c'est l'épisode d'Air France qui a bien fait couler de l'encre. On a une réunion à Air France, à Orly, je crois. Une réunion qui va décider du sort de plusieurs milliers d'employés, pas forcément d'ouvriers d'ailleurs. C'est un plan social assez violent. Et les directeurs des ressources humaines, qui sont des fusibles, un peu comme Jules Vatrin dans mon histoire. Oui, on fera le parallèle. Voilà, tu le fais, le parallèle. Voilà, se retrouvent acculés par les grévistes, les syndicalistes, et rappelez-vous ces images traumatisantes, il faut le reconnaître, de ces deux cadres d'Air France qui se font arracher la chemise. Alors, on peut beaucoup en discuter de cela, mais ça pose pas mal de questions, et ça résonne évidemment avec mon histoire. Et dans quelles circonstances as-tu vu ce parallèle-là ? Et dans quelles circonstances, donc, as-tu vent de cette affaire Jules Vatrin ? Alors, ça, c'est la magie de la vie, c'est le flair du romancier, c'est l'instinct d'historien, je ne sais pas comment appeler ça. Mais quand j'ai eu terminé le Colosse, qu'il est sorti, j'avais encore des zones d'ombre, évidemment. Mais le sujet m'avait obligé à beaucoup inventer, parce qu'il s'agissait d'un paysan. Pour un paysan du 19e, à plus forte raison, il n'y a pas beaucoup de sources. On avait des sources un peu pour lui, parce qu'il avait été un phénomène, dans tous les sens du terme. Donc c'est comme ça, c'est grâce à cela que j'avais réussi à écrire une histoire, mais il y avait de longues périodes de sa vie qu'il a fallu que j'invente, où je suscite une version de sa vie. Et je suis content d'avoir eu beaucoup de précautions à le faire et de prudence, parce que à l'occasion d'une rencontre en librairie, après la sortie du Colosse, j'ai ses descendants qui sont venus me voir. Donc 120 ans après sa mort, Didier et Nicole, donc des arrière petits-neveux, et ils sont venus à Mazamet, c'était à la librairie de Mazamet, de Dominique G. Ah oui. Et j'ai vu arriver j'ai su que c'était eux. En tout cas, c'était grand. Didier a du volume, mais surtout sa main, qui ressemble énormément à la main qu'il y a au musée du Vieux-Toulouse. Et j'étais particulièrement ému de cela. Et ils sont venus avec l'arbre généalogique de la famille.
Et le déroulant sous mes yeux, j'ai été stupéfait. Et j'avais eu aussitôt en un regard les réponses à des questions que je me posais et pour lesquelles je n'avais pas, voilà, j'avais pas les réponses à ces questions depuis longtemps. Et ils m'ont raconté des choses. Et il y a des choses que j'aurais préféré savoir pour écrire mon histoire, et puis d'autres que je suis content de ne pas avoir su. Toujours est-il que ça a été un moment très très intense, et ça m'a fait penser qu'il fallait que je continue la quête par rapport au géant de Montastruc. Alors c'est devenu un réflexe, je continue à trouver des traces en espérant qu'une vieille malle remonte à la surface, qu'un jour une affiche m'apparaisse dans un marché aux puces. Mais à titre purement personnel ou dans l'optique d'une réédition ? Non, personnel. Personnel parce que ça serait un tout autre livre. Mais bon, on pourrait en parler longtemps. Mais non, à titre personnel, parce que c'est devenu, ça reste une obsession. Je n'ai pas terminé avec lui. Et ce qui fait que je suis en quête du colosse. Et c'est comme ça que je suis arrivé à l'affaire Vatrin. J'étais à Marcillac-Vallon, sur le marché de Marcillac-Vallon. Ça devait être on est en 23. Ça devait être en 2019. Et je me promène là, et je trouve, mais par terre, à même le gravier, 2 volumes de l'illustration, 1885-1886, pleine peau, complet, en bon état, pour 10 €. Waouh, je dis, la chance que j'ai aujourd'hui, je ne savais pas encore que j'avais trouvé et mon prochain livre, et le titre de mon prochain livre, 1886. Et donc, j'emmène ça à la maison, j'ouvre le volume et je tombe immédiatement sur l'affaire Vatrin. Mais dès que j'ouvre, c'est énorme, il y a quand même des milliers de pages. Ce qu'on appelle le destin. Oui, c'est assez étrange. Et donc, à partir de là, je lis. Alors, c'est formidable pour un auteur de roman noir, c'est qu'il y avait la scène de crime. Alors le détail de la pièce où il était mort, cet homme, la trace de sa main ensanglantée sur le mur, ce qui a provoqué sa mort, mais on comprendra plus tard que ce n'est pas ça uniquement qui a provoqué sa mort, l'embarre, l'outil des mineurs, dont il a été frappé une première fois. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans cette archive ? Et puis, à chaud comme ça, parce que c'est une édition 15 jours, je crois, après les faits, c'est comme à chaud, quoi, comme le lendemain d'un meurtre. La description de ce meurtre épouvantable. Je lis ça et je suis sidéré. Et c'est pour répondre à ta question, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il y a un truc. Et j'ai pensé tout de suite à Air France 2015. Et là, je me suis dit, la liaison, je tiens quelque chose. Là, je tiens quelque chose. Et moi, je tiens une question. Toi qui as le goût de l'histoire, qui a même ce goût de l'histoire qui a ressuscité en toi, on peut dire. Quelle est la force du roman dans ce cas-là ? Ce que je veux dire par là, c'est que faire œuvre d'historien, ce n'est pas faire œuvre de romancier. Tu pourrais très bien faire un essai, faire des recherches, que ce soit sur le Colosse, que ce soit sur l'affaire Jules Vatrin. Est-ce que tu saurais définir ce que t'apporte ou ce que nous apporte le roman par rapport à l'essai ? Déjà, alors je ne sais pas, parce que chaque lecteur est un lecteur différent et puis reçoit à sa façon les choses. Moi, je pense que la grande différence, pour moi, c'est dans la méthode déjà, c'est dans la liberté que j'ai par rapport au sujet. C'est-à-dire que l'appellation roman peut supposer que l'auteur s'arrange un peu avec la réalité des faits, même si j'ai travaillé avec une extrême rigueur d'historien, mais j'ai travaillé moins avec une rigueur d'historien qu'avec un instinct d'écrivain, de romancier. C'est-à-dire que y a des choses que j'ai écartées et que c'est mon droit. Et un historien va peut-être me contester le fait que j'ai écarté tel personnage, tel fait, mais moi, si ça m'emmerde, je le mets de côté. Il y a la force des événements aussi, pardon, ouais. de répondre à ta place, mais il me semble qu'un essai n'aura jamais la puissance de... Le choix des mots, le choix des mots aussi. Moi, j'ai un langage plus, entre guillemets, vivant, plus moderne. Même si je me suis appliqué à garder un vocable de l'époque,
j'ai quand même soulagé la charge, parce que sinon c'était illisible. Je pense aux plaidoiries pendant le procès de mes avocats. J'ai voulu garder la beauté de la langue de l'époque, mais j'ai aussi travaillé la langue pour que ça soit accessible à un lecteur d'aujourd'hui. Donc, mais bon, des fois, j'ai quasiment restitué tel quel parce que c'était trop savoureux. Mais qu'est-ce que ça apporte? Oui, la liberté, c'est la liberté de l'auteur. Et là, par rapport au Colosse où j'avais eu à inventer beaucoup de choses, là, mon invention de romancier, elle est dans la chorégraphie, je dirais. Elle est dans les choix, justement. Pendant le procès, par exemple, il y a 140 témoins. J'en écarte 40, parce qu'ils ne m'intéressent pas. Ça sera redondant. Ils accablent les gens que j'ai envie de raconter. Ils sont déjà pas mal atteints, ces accusés. Ils sont déjà pas bien traités, il ne faut pas qu'on en rajoute dans la charrette, quoi. Donc il y en a 40, ouf, je les écarte, c'est mon choix. Un autre romancier les écarterait peut-être pas. Après, c'est dans la chorégraphie. Un exemple. À un moment donné, il y a un personnage qui m'a plu de développer et que j'ai rendu central, c'est Jules Quérade. On parlera de ce personnage. Le maire de Decazeville, premier maire républicain de Decazeville. J'ai rien sur lui au départ, sauf sa réputation qui dure encore aujourd'hui, donc je peux écrire là-dessus. Mais une interview, un entretien qu'il donne à des journalistes quand il est dans le train qui remonte à Paris pour servir la cause des mineurs, et où il va essayer de rencontrer Léon Sey, le patron de la compagnie, et il va revoir les ministres, parce qu'il a été député, et il a ses entrées dans les paliers, dans les ministères. Et donc, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça, mais de l'entretien qu'il a donné aux journalistes, dans le train, j'ai écrit 2 chapitres, celui où il va voir Léon Sey, et celui où il va voir le ministre des Travaux publics, Bayeux, je crois, Bayeux. Et donc, voilà. Et ça, c'est œuvre de romancier. Parce que je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. De la même façon, quand Émile Bassely, le député mineur, vient auprès des mineurs leur parler, je ne sais pas si ça a été comme ça que ça s'est passé. Donc, voilà. Mais ça, c'est un peu la chimie de l'écriture. Tout à fait. On tourne autour là, de cette affaire. On a compris qu'il y avait un procès, on a compris qu'il y avait un meurtre, mais explique-nous en quelques mots quelle est l'histoire, quelle est l'affaire Jules Vatrin. Ben c'est un moment tragique. C'est d'abord un fait divers. C'est juste un fait divers, un peu plus violent que pour la chemise arrachée. Mais j'ai pas fini de répondre à toutes les questions, à la vérité, depuis tout à l'heure. Il faudra qu'on revienne sur certains points. Et non, parce qu'il y a des. Tu es chez toi, bien évidemment. Mais il y a des choses intéressantes à dire à 2 endroits. L'affaire Vatrin, c'est très simple. Un jour, des ouvriers malmenés, maltraités, trop c'est trop, c'est la vie, se disent on nous en a trop fait, et ils se mettent à marcher. C'est un lundi. Et dans le petit matin, il fait froid, très froid. Ils partent de Cransac, d'Aubin, pour aller jusqu'à Decazeville. Le dire comme ça paraît facile. Je vous recommande la vision d'un documentaire qui a été fait par Philippe Courtin sur le livre, sur YouTube. Où, voilà, on voit bien le truc. C'est que se mettre à marcher, c'est pas tout d'un coup sortir de cette pièce pour aller voir le patron dans la rue de l'autre côté. C'est parfois 15-20 km à pied en sabots, en plein hiver, habillés chaudement, mais comme on peut l'être à l'époque. Oui. Et puis ils sont 10, ils sont 20, ils sont 30 et ils arrivent, ils sont 2000. Ça paraît beau comme ça. Voilà. Et le responsable de tous leurs maux semble être, je vais parler avec beaucoup de précaution, semble être le sous-directeur de la mine, ingénieur, qui s'appelle Jules Vatrin. Et voilà, il le cherche partout. Et ils finissent par le séquestrer dans son bureau. Ça aussi, c'est un grand classique des grèves. Et il lui expose certaines revendications. Donc voilà, ensuite, il y a un petit groupe qui se constitue
Et on va le conduire à la mairie parce qu'il y a l'autorité, Jules Kérad, qui est au courant de tout ça. Enfin bon, il y a un mouvement de foule déjà. Voilà. À la mairie, un groupe de mineurs se constitue pour établir les revendications. C'est fait dans les règles à ce moment-là. Hein. C'est houleux, mais on ne va pas dire que c'est encore trop violent. Hein. D'ailleurs, le matin, les télégrammes qui partent disent ça va, ça va. Et par contre, ça dégénère très vite. Et ça va aller jusqu'à la défenestration de Jules Vatrin. Et ça se passe en... ouais, il est mort tard le soir, mais il est tombé de la fenêtre vers 17h30 par là. L'agonie a été assez longue. Et donc ça s'est joué sur la journée, quoi. Voilà. Et c'est un livre qui est construit sur 3 parties que tu nommes. Alors, petite parenthèse, oui, il y a quelques années, il y a eu une grève à Decazeville. Pour vous dire que c'est ancré dans les mémoires, le préfet a appelé les syndicats parce qu'ils avaient séquestré un patron pour demander s'il y avait une fenêtre qui était ouverte à côté. C'est vous dire, hein, c'est que... Voilà. Les 3 parties étant le meurtre, la grève, le procès. Mais je voudrais revenir sur... tout à l'heure, tu as dit, je prends mes précautions, des précautions oratoires. Dans le livre, j'ai relevé cette phrase, « Ce n'est pas à nous de juger ». Et justement, ça, tu tiens ce pari, mais je me dis, ça ne devait pas être évident, parce que, comme tu l'as dit, Jules Vatrin est un fusible, c'est la victime. On ne peut pas non plus ne pas comprendre, au moins en partie, la révolte. Est-ce que c'était très confortable d'écrire sans point de vue affirmé? Alors, évidemment, il y a plein de nouveaux lecteurs grâce à ce livre qui ne me connaissent pas, mais ma réputation, quand même, laisse penser de quel bord je suis, d'entrée de jeu. Donc, je n'ai pas besoin, si vous voulez, de forcer le trait. Les faits, rien que les faits, et le lecteur jugera. Et là encore, tout dépend du choix. C'est-à-dire que on parlera des sources et qui étaient abondantes. Mais si je n'avais eu que les sources du point de vue politique républicain, on va dire, pour faire simple, là, pour le coup, ça aurait pu être un livre à charge, à grande charge, et où là, on ne pouvait pas se dire que l'auteur, il était, tu vois, d'un bord ou de l'autre. Alors que j'ai quand même eu la chance d'utiliser des sources qui créent l'équilibre, voilà, et qui permettaient la variation des points de vue et des opinions. Et ça a été ma grande chance dans la recherche, c'est de pouvoir faire parler la compagnie, par exemple. Voilà. Et voilà, c'est un drôle de truc. Hein. On découvre de nombreux personnages, j'allais dire, enfin de personnes en l'occurrence, puisqu'elles ont réellement existé. Tu as évoqué Jules Kérad, il y a Jules Vatrin forcément, il y a un ingénieur qui s'appelle Blasy, qui lui, par contre, ne suscite pas vraiment l'admiration. J'aimerais quand même que tu nous parles du député Basly, anciennement ouvrier, parce qu'on sent de ta part, je parlais d'objectivité au sujet, il n'empêche que là, on sent un attachement de ta part. Bah oui, parce que c'est un peu la famille, ça. Non, je dis ça parce que mon deuxième prénom, c'est Émile. Et de toute évidence, comme je viens d'une famille d'ouvriers et de mineurs à un certain étage, il ne serait pas étonnant que je porte le deuxième prénom d'Émile pour Zola ou pour Émile Basly. Mais je voulais en parler de Zola. Oui, parce que c'est une tradition dans le monde de la mine, dans le Nord. Moi, on parlera du hasard ou pas de ce sujet, parce que c'est très important d'en parler aussi. On n'écrit pas une histoire comme celle-ci par hasard, justement. Hein. C'est bien parce que j'ai eu des aïeux qui ont été à la mine et qui en sont morts. Mais tu peux développer là-dessus. Oui, parce que c'est important. Moi, j'ai mon grand-père, Zeb Dessin, mort en 1945 de la silicose. Mon oncle, Zeb aussi, était mort de la silicose à ce moment-là. Mes aïeux quittent les campagnes du Cambrésis pour partir à la mine dans ces eaux-là, à cette période.
période-là, mais dans les mines du Nord, hein, de l'Ourche, de Nain, de Chy, tout ça. Émile Basly, c'est un personnage attachant parce que il était un des instigateurs de la fameuse grève d'Anzin, qui pour une part a inspiré Zola, et il a été chassé par la compagnie, il s'est réfugié chez sa femme qui tenait estaminet, et c'est un estaminet qui est devenu le cadre des discussions des ouvriers, etc. Donc un lieu révolutionnaire, entre guillemets. Voilà. Et c'est là qu'il a fait ses armes en tant que syndicaliste. Alors, il était syndicaliste pendant qu'il était mineur. C'est un garçon qui est descendu à la mine à 13 ans. Il a été mineur de fond 18 ans hein, avant de devenir député. Imaginez l'ascension sociale, c'est quelque chose. Hein. Il a ensuite été agitateur, on va dire, révolutionnaire, et il devient député ouvrier, un des premiers. Il est à l'extrême gauche, mais une extrême gauche comme on n'en a pas aujourd'hui, quoi. Vraiment au plus près de l'ouvrier. Et c'est un homme qui va former un groupe, on va dire, avec des anciens communards comme Camillina. Voilà, c'est des gens qui seront vraiment auprès des mineurs de Casseville. D'ailleurs, Basly va venir pratiquement 3 mois auprès d'eux. Hein. 3 mois, c'est long. Hein. Il manque d'ailleurs de se faire arrêter, mais il est protégé par son immunité parlementaire. Les journalistes qui sont avec lui, eux, vont être arrêtés, vont faire 3 mois de prison, même plus. Mais parlons-en peut-être. Alors attends, parce que pour finir sur Basly, il y a ça, quoi. C'est que c'est un homme courageux, c'est un homme qui est l'expression aussi d'une réussite intellectuelle, sociale. Il va finir un peu modéré, hein. Il va finir en 1923, maire de Lens. Il va même s'opposer à Jules Guesde à un moment donné, parce que de très rouge, il va mettre de l'eau dans son vin, mais c'est visiblement le propre de beaucoup de politiques en vieillissant. Mais il aura tellement œuvré pour pour les ouvriers que, je veux dire, il n'y a rien à lui reprocher. Et puis, alors, ce qui est fantastique, c'est qu'il aurait inspiré le personnage de Étienne Lantier à Zola. Quand Zola fait son enquête pour Germinal, qui paraît 1 an après les événements. Et que tu as mis un exergue de ton livre. Voilà. Zola a été à Anzin, à Marchienne, mais à Anzin surtout, il aurait rencontré Étienne Lantier. Émile, voilà. Et ça, pour moi, c'est fascinant. C'est d'autant plus fascinant que quand les événements vont se produire, quand le meurtre de Vatrin aura lieu, la presse réactionnaire va s'employer à accuser Zola d'être l'instigateur de la grève. Alors que de toute évidence, les ventes de livres le prouvent. Pas un livre de Zola ne s'est vendu à de Casseville l'année de la sortie de Germinal. Donc c'est une région qui est quand même en dehors des sphères intellectuelles, même des autres bassins ouvriers où il y a une agitation intellectuelle, politique beaucoup plus soutenue. Ce n'est pas le cas de Casseville. Mais aussitôt que le meurtre a lieu, on accuse Zola d'être derrière. C'est assez rigolo. Et Émile Basly arrive là. Et moi, je ne connaissais pas cet homme assez fascinant, un homme debout, quoi, comme je les aime. Voilà. Il y a un autre, si tu veux bien y accorder quelques mots, dont tu dis qu'on l'a oublié, hélas, à tort, à regret, Félix Piat. Oui, c'est un poète, c'est un homme de théâtre. Il a eu aussi un parcours. Ça a été un communard. C'est lui qui a été envoyé en Nouvelle-Calédonie, je crois. Hein. Il s'en est échappé. Voilà, c'est une époque aussi assez extraordinaire parce que les communards, ont été soit déportés. Il y en a eu qui ont été fusillés. Bon, ça a été une tragédie sans nom. Mais après, il y a eu l'amnistie. Donc voilà, et ils sont revenus par rapport à un autre là. Roche, le député Roche, il s'est quand même évadé de Nouvelle-Calédonie, quoi, pour revenir en métropole, et il devient député, quoi. C'est assez extraordinaire. Donc il y a des personnages comme ça, haut en couleur, et il y en a d'autres. Hein. Oui, tout à fait. On pourrait en faire un inventaire, mais ça m'a amusé de les remettre un peu en scène, même brièvement.
Voilà. Et de l'autre côté, tu as évoqué le patron de la compagnie qui s'appelle Léon Sey. On apprend qu'il est devenu académicien. Oui, et puis mon livre ne peut pas le raconter, mais il a viré républicain après. Ah oui. C'est complètement étonnant, ouais. Ouais, et beaucoup des personnages là que j'évoque aussi ont viré boulangiste. Bon, c'est cette époque-là qui est assez fascinante. Moi, j'ai essayé d'y comprendre quelque chose, je n'y comprends rien, hein, parce qu'il y a une valse des ministres, ça change tout le temps. La Troisième République, pour ça, est complètement. Là, sur une période de 3 mois, je ne pouvais pas me tromper. Mais j'ai veillé à reprendre les pédigrés de chacun, les députés, savoir qui était qui, combien de temps, parce que c'est compliqué. Et même les députés, le site de l'Assemblée nationale est très bien fait. On peut retrouver justement les temps de députation de tous les députés qu'on a pu avoir. Hein. Mais on s'y perd un peu parce qu'il y a des fois des transfuges ou des gens qui portent le même nom. Moi, je me suis un peu perdu. Hein. Justement, c'est curieux que tu me dises ça. Plutôt ça tombe bien parce que j'allais te demander si c'était un livre, question un peu naïve, mais facile à écrire par rapport. Ça a été un... Non, c'est très difficile. C'est déjà 2 ans de recherche assidue. J'ai passé quand même des centaines d'heures à collationner les articles. Ne serait-ce que le procès, imaginez. Parce que tout à l'heure, on parlait de l'illustration, mais après l'illustration, ça ne suffisait pas pour écrire ce livre. Il me fallait d'autres pièces à conviction ou pas, et elles seraient déterminantes. Donc, j'ai trouvé aux archives départementales de l'Aveyron l'acte d'accusation de l'affaire Vatrin, donc du procès, gros morceau, que j'évacue dans le roman en 10 lignes, c'est vous dire. Mais néanmoins, il fallait quand même que je me le farcisse. Ouais, je me le farcisse. Bon. Et ça aussi, c'est un moment intéressant dans la recherche, c'est que l'acte d'accusation a été imprimé à Toulouse en 1886, avant le procès, donc au moment où le procès va s'ouvrir, de façon à ce que ce soit public. Mais le seul exemplaire aux archives départementales de l'Aveyron n'est pas ouvert. Voilà, donc j'ai dû le faire ouvrir. Et pour avoir l'acte d'accusation, qui me donnait le déroulé du procès, en gros. Hein, voilà. Et donc là, ça a été déjà un point important pour moi, parce que je me suis dit, oui, personne n'est allé là, à cet endroit, faire une recherche longue, patiente, sérieuse. Et à partir de là, j'ai dû faire ce qui était obligatoire, c'est que j'ai relu le procès dans l'Aveyron républicain, journal donc de gauche, et dans le journal de l'Aveyron, journal de droite. Donc j'ai refait le procès dans les deux, j'ai tout lié, mêlé, j'ai convoqué la presse nationale, notamment le Cri du Peuple et le Gaulois, pour le même événement, et ensuite j'ai fait mon chemin d'écriture. Et ça, c'est des mois de travail déjà. Rien que sur le procès, c'est des mois de travail. Et il faut ensuite faire des choix de plaidoirie, des choix d'accusation. Voilà. Mais c'est un jeu. En fait, là, on est dans une espèce de grand jeu. Hein. Voilà. Parlons du rôle de la presse. Là, tu viens d'évoquer, par exemple, le Cri du Peuple, dont un des personnages, des journalistes du Quercy, est un des personnages de ton livre. Quel a été le rôle de la presse au sein de l'affaire Jules Vatrin? Est-ce qu'il a été déterminant? Complètement, oui. Pour aider les mineurs, déjà, parce que les journaux d'extrême gauche, comme le Cri du Peuple, ont créé des cagnottes, des caisses de soutien aux mineurs. C'est assez formidable. On ne voit pas un journal aujourd'hui faire ça pour une cause ouvrière, lancer une caisse de soutien, où on ramasse de l'argent, tout ça. Ils avaient un rôle d'information incroyable, parce qu'il faut savoir qu'on lisait beaucoup la presse. Et en plus, moi je suis fasciné par une chose, c'est que en général, la presse était ouverte aux autres journaux. Par exemple, l'Aveyron républicain consacrait quasiment tous les jours une colonne où elle restituait des morceaux d'articles parus dans toute la presse. Oui, dans ce sens-là, je ne te suivais pas. Voilà. C'est-à-dire que dans l'Aveyron républicain, on pouvait lire un extrait du Gaulois, un extrait du Cri du... Exactement. Mais sans censure, sans explication. Voilà, vous êtes assez grand pour savoir ce qu'on dit du même événement ailleurs. Et ça, pour l'historien, je veux dire, le romancier, c'est formidable, parce que du coup, je n'ai pas perdu de temps. À un moment donné, quand c'était important que j'aille au Cri du Peuple, c'est quasiment soit le journal de l'Aveyron, soit le journal l'Aveyron républicain qui me guidait.
Voilà, ça m'a facilité beaucoup la quête, on va dire. Et les journalistes, notamment, alors là, pour le coup du Quercy, pour le Cri du Peuple, est un révolutionnaire. Il veut même donner des cours de socialisme, il conseille, voilà. On voit le prolongement avec de la Révolution française, tout simplement, de ces journaux. Ah oui, 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 oui. Et lui, c'est un guerrier, comme on dit. Hein. Il n'avait pas froid aux yeux. Hein. C'est un personnage qui mériterait vraiment un livre à lui tout seul. Hein. Ouais, ouais. La présence féminine aussi serait intéressante à commenter. Il y a des portraits en couleur de femmes et elles ont un rôle là aussi déterminant. À qui tu penses? Je pense à la... alors laisse-moi retrouver le nom. Là. Tu parles des accusés? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, parce que les femmes sont assez absentes et elles ont un rôle assez terrifiant quand même hein, dans l'événement même. Hein. Parce que faut savoir une chose, c'est qu'il y avait effectivement des questions de salaire, il y avait des questions, comme on lit dans Zola, hein, le prix du boisage, le prix de la benne, le charbon gros, le charbon brun, qui concernaient vraiment le mineur, l'ouvrier, mais la famille, du coup. Mais pour l'essentiel, c'était les hommes qui descendaient à la mine. Les femmes, elles poussaient les wagonnets, elles triaient le charbon avec les enfants, etc. Mais elles avaient la main sur l'économie du ménage. Et ce qui a été vraiment très important dans ce conflit, sans doute la goutte qui a fait déborder le vase et qui explique beaucoup la violence de ce meurtre, c'est que la compagnie a décidé de créer une coopérative. Alors, ça peut être complexe dans son fonctionnement, mais je vais essayer de résumer le principe brièvement. C'est que, en fait, la compagnie décide de développer des commerces hein, pour vendre les biens de consommation aux mineurs en direct. Donc, que ce soit de la viande, que ce soit des vêtements, des chaussures. Il y a des coopératives comme ça, mais évidemment au détriment du commerce local. Donc, quand la compagnie a décidé de ça, le commerce local a commencé à grogner. Et je crois que les premières menaces contre Vatrin sont parties du petit commerce de Casseville. C'est-à-dire que c'est sans doute eux qui ont commencé à faire monter la pression. Voilà. Et ce qui s'est passé, à la vérité, c'est qu'on a dit que la compagnie, de cette façon, voulait rendre complètement dépendant l'ouvrier de la compagnie, ce qui était vrai. Parce que vous imaginez bien, vous vendez à l'ouvrier des denrées, mais il achète avec quoi? Avec ce qu'il a gagné. Donc en fait, ça crée une sorte de cercle, et c'est une forme élaborée d'esclavage, à la vérité. Voilà. Et les femmes étaient très au fait de cette affaire-là, très conscientes de ça, et à un moment donné, ça les a rendues plus hargneuses, je dirais. Parce qu'au moment où Vatrin tombe de la fenêtre, il n'est pas encore mort, les révoltés là, qui sont là, qui veulent lui arracher les yeux et tout le reste, c'est les femmes, c'est pas les hommes. Ah ouais. Mais comme dans Germinal, hein, oui, comme dans Germinal. Voilà. Le premier coup porté est le coup qui est le fait d'un homme, Henri Lescure. Oh, je vais vous raconter une anecdote. Il n'y a pas un Lescure dans la salle, non, par hasard. Non, c'est pas lui. Le premier coup a été porté par un homme, le deuxième aussi, mais le lynchage, c'est dû aux femmes, sans doute. Voilà. Non, parce que pour la petite histoire, quand le livre est paru, il y a aussitôt un François Lescure qui s'est fait connaître près de moi, qui est un descendant de Henri Lescure, le premier accusé du procès. Et c'est assez troublant. Sur la personnalité de Jules Vatrin, tu t'es fait ton opinion ou au-delà du fait de dire que c'est un fusible? C'est un homme complexe. Moi, je pense qu'il n'était peut-être pas aussi dur qu'on le pense. Alors, au départ, c'était facile de mettre en scène les ouvriers puis le vilain patron, quoi. Enfin, et puis, bon. C'était possible, puisqu'il y en avait beaucoup à l'époque, selon ce schéma-là. Quand j'ai gratté un peu et que je me suis aperçu qu'il maltraitait aussi ses employés au plus près,
c'est-à-dire pas seulement les ouvriers et les mineurs, mais ses secrétaires, etc. Je me dis, le phénomène, quand même, bon, il n'est pas obligé d'être aussi féroce. Hein, bon, on l'accusait de faire sécher sur pied ses plus proches collaborateurs, quand même. Donc, voilà, il y avait des raisons à la haine qui pouvait s'exprimer contre lui. Voilà. Après, on ne sait pas qui a tué. Enfin, si on le sait, mais c'est la foule qui a tué surtout. Donc, c'est dire, il s'était mis à dos quand même tout le monde. À part Kérat peut-être, mais parce que Kérat c'était un humaniste et c'était pas possible qu'il n'ait pas des rapports cordiaux, voilà, intelligents. Est-ce qu'on évoque, je pose tout à fait la question, et c'est à toi de voir, est-ce qu'on évoque le procès? Est-ce que tu veux bien l'évoquer ou est-ce qu'on laisse le lecteur Oui, on laisse le lecteur faire, oui. Oui, non, parce que c'est un procès que j'ai voulu, on peut lire sur la méthode. Moi, j'ai toujours été fasciné, vous savez, dans les films des années 50, 60, par ce cinéma de prétoire presque. Vous avez ça chez Clouzot, vous voyez ça dans des films où il y a pendant une bonne demi-heure, là, en général, il y a Charles Vanel qui est soit procureur général, soit avant vous avez Paul Meurice aussi, vous avez voilà, des gens comme ça. Et pendant une demi-heure, vous êtes dans le prétoire, avec les yeux dans les yeux, la caméra là, Brigitte Bardot qui pleure et tout, ou Annie Girardot, je ne sais plus dans quel film. Bref, voilà, vous avez... Voilà, mais je crois aussi qu'Annie Girardot passe à l'accusation dans un film. Bref, j'ai toujours eu le fantasme de ça en littérature, et ça peut être un peu casse-gueule, disons-le. Ça a été la partie la plus délicate à écrire. Voilà, ça a été une question de choix. Je crois qu'il fait 60 pages, le procès. Mais bon, je pense que ça se lit. Ouais. J'ai essayé de rendre les choses les plus claires, les plus agréables. Le plus compliqué dans l'affaire, c'est qu'il y a des personnages qui ont le même nom. Ah oui, voilà. Alors j'ai dû prendre des précautions. Ou similaires. Bah, il y a Blanc le syndicaliste et Blanc l'accusé. Blasi Basli. Alors ça va encore parce qu'on peut jouer là-dessus. Mais il y a Francis Laure, député, Joseph Laure, ingénieur de l'État. Ils sont tous les deux ingénieurs des mines de Saint-Étienne. Donc là, il a fallu que je prenne des précautions. Je n'ai pas tout de suite toujours compris. Pendant 6 mois d'écriture, j'ai pensé que par exemple Laure, Joseph et Francis étaient le même personnage. Et je crois que les journalistes à l'époque ne savaient pas trop si c'était des personnages différents. Donc il a fallu que je fasse une recherche auprès de l'Assemblée nationale, le site de l'Assemblée nationale, pour voir que c'était 2 personnages très différents. Mais donc du coup, ça a été aussi un travail de précision à ce niveau-là, et de prendre suffisamment de précautions d'écriture pour que le lecteur comprenne bien qu'on s'y retrouve. Voilà. Et c'est le cas. Tu as évoqué le cinéma, ça pourrait faire un formidable film. À défaut, ou du moins en attendant, il y a eu ce documentaire que tu as évoqué rapidement. On peut y revenir sur ce documentaire? Oui. C'est Philippe Courtin, qui est un ami de longue date et qui s'est passionné pour le livre. Et des fois, vous avez un ami qui a envie de vous offrir un cadeau. Et il m'a dit, écoute Pascal, je ne sais pas comment t'aider sur ce livre-là, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse un truc ensemble. Et puis il avait le temps, il est venu tourner 4 jours avec moi à Decazeville. Et donc à des fins commerciales, on va dire, pour Rivage. Et en fait, il a fait des capsules d'1 minute pour Instagram, pour tout ça. Je ne connais rien là-dedans. Et puis, il avait suffisamment de matière pour faire un docu, donc il a fait un 22 minutes, qui est pas mal, ouais. Et qui pourrait même être plus long plus tard. Mais, c'est dans les cartons, ça. Il y a la matière, ouais. Ah, parfait. Mais en attendant, c'est un bon outil pour accompagner le livre, parce que vous avez les décors après. Comme je disais tout à l'heure, c'est assez abstrait, on ne se rend pas compte aujourd'hui, quand on va à Decazeville, à quel point c'était un paysage complètement différent. D'abord, il n'y avait pas la mairie, il y avait les mines, toutes les usines, il y avait les collines qui étaient pelées parce qu'on avait brûlé tout le bois, il s'était pollué partout. Il y avait la mine qui avançait petit à petit en dépit de considérations patrimoniales, etc. On mangeait les hameaux, les châteaux. À un moment donné, à Firmi, la mine est venue au ras de l'église.
On a continué à creuser, puis le clocher a fini par tomber. Ah oui. Donc le documentaire montre ça un petit peu, et puis il raconte au-delà de l'histoire, parce qu'il y a des choses que j'ai dû passer sous silence. C'est évoqué en creux, mais si Jules Quérade, à un moment donné, refuse que la police intervienne ce jour-là, c'est très important dans l'histoire, c'est qu'il y a un traumatisme. C'est la grève de 1869 à Aubin, où des soldats ont tué des mineurs, des femmes, un enfant. Et d'ailleurs, c'est la scène de Germinal avec la Maheude, vous savez, Oui. parce que Zola s'est inspiré dans un et de la scène d'Aubin. Et Aubin a inspiré Zola, mais aussi Victor Hugo, le poème Aubin. Voilà. Et Quérade était là. Il était là. Et je crois que ce jour du 26 janvier 1886, quand il dit aux gendarmes partez, je m'en arrange. D'abord, il est un peu inconscient, il ne se rend pas bien compte de la gravité de le niveau de colère, je crois qu'il ne s'en rend pas bien compte. Et puis surtout, il se dit, je ne veux pas que l'armée tire sur la foule, quoi. Et de la même façon, le lendemain, quand il y a 2000 soldats qui arrivent sur Decazeville, la Troisième République a peur que ça se reproduise. Et donc, il préfère envoyer, mais je ne sais pas combien de compagnies, de dragons et autres qui vont rester là 3 mois, plutôt de courir le risque d'une émeute et d'un bain de sang. Et donc, on est dans une situation très complexe, très, très compliquée. Et Quérade, lui, je suis sûr, et puis ce qu'on sait à demi-mot à un moment donné, c'est qu'il a sauvé le directeur de la mine, Petit-Jean. Il l'a sauvé à un moment donné du même sort. Parce que voilà, tellement la colère, elle est là depuis longtemps. Et de toute façon, ça ne pouvait qu'exploser. Il y a une personne dont nous n'avons pas parlé, une personne illustre, et particulièrement dans ce lieu, c'est Jean Jaurès. Ben oui, parce que Jean Jaurès est tout jeune député. Et il n'est pas à l'extrême gauche. Il débute. Il est encore très timide. Il est de Carmaux. D'abord, il est de Carmaux. Oui. Et puis, très sincèrement, il n'est pas actif sur cet événement. Il désapprouve d'ailleurs, mais il désapprouve l'extrême gauche, c'est logique, hein, parce qu'il faut reconnaître, ils y vont fort, hein, Basly, Camillina, waouh, fallait voir un peu leur déclaration publique et autres, c'est allé très très fort. Donc c'était normal qu'il s'opposait un peu à eux, mais il était particulièrement modéré, comme Clémenceau, qui était à ce moment-là à l'extrême gauche. Donc c'est des personnages qui sont aussi à un moment de leur vie politique en recherche ou en construction, en transformation. Il y a peut-être effectivement ces excès, enfin, en tout cas ces élans de révolte qui peuvent... Et puis il n'avait pas encore eu la formation du monde ouvrier, je crois que Jean Jaurès à ce moment-là. Moi je ne connais pas bien son histoire, mais comme il n'est pas un acteur de mon histoire, je m'en suis peu soucié. Oui. Voilà. Et non, mais c'est vous dire que c'est une période assez fascinante parce que on sent bien, même, vous voyez, il y a 10 accusés, hein, supposés coupables. Bon, ils vont être plus ou moins condamnés à de lourdes peines. Je ne vous dis pas lesquels, mais ils vont être défendus par 9 députés, 9 avocats, dont 5 députés. Imaginez. Et quand ils arrivent à Decazeville, ils n'ont aucune connaissance du dossier d'instruction. Il est tellement lourd, 7,5 kg, qu'ils n'ont pas fait des photocopies, ça n'existait pas, ils n'ont pas été copiés, et ils ont connaissance de l'affaire que la veille, des pièces à conviction. Ce qui va les obliger à donner tout de suite un tour politique à leur plaidoirie. Parce que quand on n'a pas le détail des faits, on va appuyer sur le fait politique. Voilà. Et ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez des députés, avocats députés illustres. Bon, il y a la guerre, qui va virer boulangiste après, mais surtout Millerand qui sera président, qui sera président de la République. Et là, il a 25 ans et sa plaidoirie est magnifique. Sa plaidoirie est magnifique. Je me tourne vers vous si vous avez des questions à poser. Et Pascal, si tu as des choses à ajouter de toi-même, des aspects qu'on n'aurait pas abordés. Oui, on peut parler de plein de choses, mais sur les sources, je voudrais revenir sur un point. Tu veux lire peut-être Peut-être. Mais sur les sources, ce qui a été formidable, c'est j'ai eu accès à des sources que personne n'avait encore utilisées. Lorsque je suis allé à Decazeville, je suis allé m'imprégner des décors, j'ai traqué les reliques, on va dire, de la ville, ce qui pouvait encore rester, la cour de la mairie de l'époque,
pas celle qu'on connaît aujourd'hui, elle existe toujours, elle est dans son jus. Elle est juste à côté d'un café sur la place là. Voilà, donc ce genre de lieu, je voulais comprendre les collines, j'ai beaucoup marché. Voilà, alors évidemment tout a été transformé, il n'y a plus aucune trace, presque le laminoir, à la limite le laminoir, mais il a été changé tellement de fois que bon, on peut deviner la géographie de l'époque, mais, voilà, mais il fallait y être quand même. Voilà. Et il y a un endroit formidable qui s'appelle l'ASPIB, l'Association de sauvegarde du patrimoine industriel du bassin de l'Aveyron, où il y a quelques éléments très intéressants de la vie des mineurs de l'époque. Je pouvais y aller en tourisme, me dire tiens, je vais respirer un peu l'esprit du lieu, les photographies anciennes et tout. Et ce jour-là, j'ai été bien inspiré. J'ai demandé s'ils n'avaient pas un dossier sur l'affaire Vatrin. Et le président de l'association, qui n'est plus de ce monde malheureusement, il m'a dit oui, je crois qu'on a quelque chose. Et tout là-haut sur l'étagère, il y avait 2 dossiers Jules Vatrin. Et ça a été formidable. Ça a été le point de certitude. J'appelle ça le point de certitude, c'est-à-dire que je savais que mon livre j'irait au bout et qu'il aurait une structure intéressante. Parce que c'était toute la correspondance de la compagnie. Depuis le jour du meurtre jusqu'à la fin du procès. Un trésor pour un historien. Oh, mais c'est magnifique. C'est magnifique. J'ai tout numérisé ou presque. Et d'abord parce que je me suis retrouvé dans la matière même de l'affaire. Le petit Jean, le directeur, a fait une déposition au juge de paix, elle est là entière. Dès le lendemain, il envoie un télégramme codé, et vous avez la traduction en dessous, disant tout est calme, Madame la Marquise en gros, hein, tout est calme, inutile de vous déplacer, d'ailleurs pas de revendication. Ah bon Jules Vatrin mise en bière sous mes yeux, RAS, quoi, tu vois. Bon, le gars, quand même, il a le toupet le lendemain, le 27 janvier, d'envoyer un télégramme à Paris, à Léon Sey, pour lui dire que tout va bien, pas de revendication, tout est calme. Alors évidemment, 2000 soldats ont débarqué, tout est calme. Mais la manière dont tu le dis, est déjà, on peut en écrire 10 pages. On peut analyser ce télégramme sur 10 pages. Et vous avez donc une correspondance incroyable entre les administrateurs, encodé, traduit, des fois mal traduit parce qu'ils ne s'en sortaient pas avec leur code. Donc ça, c'est fascinant. Et puis, on va faire une enquête sur tel personnage, tel personnage. Alors, Jules Kérad, on sait que c'est un maire républicain, mais encore. Des enquêtes sur les mineurs soupçonnés déjà, quelques jours après. Hein. Ils en savent presque plus que la justice à ce moment-là. Faites une enquête sur tel mineur, tel mineur, tel mineur. C'est fascinant. Et il y a 2 gros volumes de correspondance comme ça, voilà, qui sont ouvertes à un historien qui aimerait aller au plus près de cette affaire. Tu n'as pas été tenté d'intégrer des photos ça aurait pu Non, non, pas tenté du tout, non. Non, parce que faut savoir quel est l'objet. C'est un roman. Oui, c'est vrai. Si à la fin je mettais des photos, ça devient autre chose. C'est vrai, tu as Donc raison. voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Voilà. Non, mais c'est comme d'habitude, on a fait en sorte de pas trop en parler. Pas trop ou on se fait une mise en bouche à travers une lecture de Pascal, peut-être? Ah, si vous voulez. Chapitre 1. Le sang a coulé, c'est sûr. Est-ce le signe d'une époque incertaine, d'une république fragile? Le Pont-Neuf s'est affaissé, menace de s'écrouler. Une pile s'est coupée à la base. Sa partie amont s'est inclinée et déversée du côté de l'île de la Cité. Des ingénieurs étudient les lézardes dans les voûtes. Un scaphandrier descend dans la Seine pour sonder la pile. Le pied s'est déchaussé. Cela augure un chantier long et délicat. Le Pont-Neuf est malade. Les Républicains l'ont emporté en 1879 et en même temps a soufflé un vent de liberté, liberté de réunion, liberté de la presse, et en même temps une certaine agitation reprenait. Quand on espère, on peut être impatient. Grève à Anzin, grève à Denain, grève à Mont-Solémine, le peuple ouvrier est en colère.
Il y a eu des discussions houleuses à la Chambre des députés. En ont émané les cahiers de doléances des mineurs français. Mais de quoi se plaignent-ils, les ouvriers? N'ont-ils pas désormais le droit de se concerter, de faire grève? Malgré la crise, les patrons généreux ne leur donnent-ils pas du travail? Le Gaulois, journal réactionnaire, a parlé de manipulation, de 18 000 Jacques enrégimentés dans les bassins houillés par les collectivistes, d'une invasion nihiliste. En cette époque, les journalistes ont l'art de dire. Le peuple ouvrier souffre. Elle n'est pas si loin, la catastrophe de Chancelade en Périgord, ces éboulements meurtriers dans les carrières. Même en Belgique, les grévistes incendieront bientôt leur usine, les verreries de Roux. La colère explose partout. Le 16 janvier 1886, il a neigé à Paris. Il fait un froid de loup. La France a de nouveaux députés, dont Jaurès. Un préfet est assassiné dans l'Eure, son cadavre retrouvé sur un pont ferroviaire. Le général Boulanger est ministre de la guerre. La France s'aventure au Congo. La France est républicaine, certes, mais expansionniste de tradition. Pourtant, le Pont-Neuf s'affaisse. La France a grondé de la colère des ouvriers et gronde encore. En cet hiver glacial, le musée Grévin vient de mettre en scène, avec un réalisme saisissant, le deuxième tableau de Germinal, drame de messieurs Émile Zola et William Bunache, interdit par la censure. Pour plus de vérité, des blocs de charbon et des étés ont été rapportés des puits dans un même. Une galerie, noire et profonde, par une large crevasse, une lueur rougeâtre. Un cadavre est étendu sur le sol, le crâne écrasé. À côté de lui, un bloc de charbon ensanglanté. Chassés par les eaux, Étienne, Chavannes et Catherine se sont réfugiés dans cette galerie sans issue. Étienne a défendu Catherine dans un accès de rage. Malgré l'épuisement et l'air qui commence à manquer, il a tué son rival. Le spectateur est subjugué. On dirait que la galerie s'étend à perte de vue. Les parois sointent. Grâce à un trompe-l'œil ingénieux, de la vraie eau semble monter. Des lampes de mineurs accrochées aux étais éclairent les personnages. Chavannes est bien mort. Étienne serre Catherine contre sa poitrine. Il n'y a pas si longtemps, Étienne haranguait ses camarades la nuit dans une clairière. Oui, le travail demanderait des comptes au capital, à ce Dieu impersonnel, inconnu de l'ouvrier, accroupi quelque part dans le mystère de son tabernacle, d'où il suçait la vie des meurlafins qui le nourrissaient. On irait là-bas, on finirait bien par lui voir sa face aux clartés des incendies. On le noierait sous le sang, ce pourceau immonde, cette idole monstrueuse, gorgée de chair humaine. Troublante coïncidence. C'est une autre grève qui soudain éclate dans le sud. N'est-ce pas plutôt une émeute, un drame atroce et sauvage ? N'était-ce pas prévisible cette violence récurrente dans cette époque socialement agitée, où il n'y a jamais d'espoir pour les pauvres, où tout est à construire et par quoi commencer? Faudra-t-il toujours d'abord faire couler le sang? Dans son édition du soir du 27 janvier 1886, l'Aveyron républicain craint de révéler les faits qui viennent de lui être rapportés et choisit la prudence. 200 ouvriers se seraient mis en grève à la mine de Paléré. Des désordres d'une grande gravité se seraient produits. On a battu la générale dans les rues de Rodez. 3 compagnies, le commandant de gendarmerie et une brigade sont partis en train spécial à destination de Decazeville. Le sang a coulé, c'est sûr. Merci. C'est un exercice que tu pratiques chez toi, dans le huis clos de ton bureau? J'essaie d'éprouver tous les textes à la voix. Voilà, pour essayer qu'il n'y ait pas trop de... Alors, il y a des mots que j'ai du mal à prononcer des fois, mais j'essaie de trouver la bonne rythmique, quoi. Ouais. On l'entend. Ouais. Mais là, je m'entraîne en ce moment, parce que comme je vais devoir le lire devant plusieurs centaines de personnes, j'ai un peu les pétoches. Donc, et là, ça ne sera pas 3 minutes, ça sera 45. Donc, écoutons, on te souhaite et on n'en doute pas que ça se passe bien. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Brice. Et merci à vous. Merci beaucoup. Le roman de Pascal Dessein, 1886, est publié aux éditions Rivage. Chez cet éditeur, Pascal Dessein a fait paraître récemment Le bal des frelons en 2011 ou encore La trace du héron en 2017, dans lesquels il explore les rapports complexes et douloureux entre l'homme et la nature. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche mardi 13 juin 2023.
Elle a été réalisée et mise en onde par Radio Radio avec la collaboration de Radio Radio Plus et Radio Terre.